Merci pour l'invitation. Alors déjà, pour info, cette charte éthique est disponible sur Internet. On la trouve hyper facilement. Vous tapez charte éthique des PJJ, normalement, c'est la première chose qui sort. Voilà. Et donc, un petit élément de contexte. Donc, à la PJJ, enfin, à la DPJJ, on finance, on conduit nous-mêmes des recherches. Aussi, tout passe par, enfin, dès qu'il y a une recherche dans les structures de la PJJ, normalement, c'est censé passer par notre service. Euh, donc c'était un peu ça, l'idée c'était d'avoir un texte qui cadre un peu, sachant que la position de la direction depuis un certain nombre d'années vis-à-vis de la recherche, c'est quand même de considérer que globalement la recherche est bénéfique pour la PJJ, que ce soit pour l'institution, aussi pour faire, enfin, voilà, avoir de la connaissance sur les besoins des jeunes, sur les besoins des professionnels, etc. Donc il y a cette idée quand même globale que la recherche dans l'ensemble est positive, mais voilà, avec une vigilance quand même à ce qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des personnes directement concernées, à ce qu'elle ne pose pas de problèmes éthiques, sachant que il y a un certain nombre de spécificités sur la thématique dont on a parlé aujourd'hui, hein, voilà, mais liées à l'âge des enquêtés, liées à leur situation de vulnérabilité, et dans le cas des mineurs suivis par la PJJ, aussi liées à leur suivi pénal. Donc l'objectif de la charte, c'était de regrouper les principes juridiques donc, qui s'appliquent en règle générale, les principes éthiques et les principes déontologiques, et surtout de mettre l'accent, à la fois regrouper les textes, mais surtout vraiment mettre l'accent sur ce qu'il y a de spécifique. C'est assez mineur, et je pense que la plupart des choses qu'on a écrites dans la charte sont transposables aux recherches sur l'ASE, avec la petite précision que ça a été pensé pour des recherches sur les jeunes suivis par la PJJ qui ont toujours plus de 13 ans. Et du coup, c'est parce qu'il y avait quand même le questionnement de faire cette charte éthique en lien avec l'ONPE suite au fameux séminaire qui avait été co-organisé. On s'est dit, bon, alors déjà que institutionnellement, c'était déjà assez compliqué à faire aboutir dans une seule institution et qu'on n'allait pas se lancer dans l'usine à gaz. Concrètement, il y avait un peu de ça. Il y avait aussi le fait que sur les recherches en protection de l'enfance, il faut prendre en compte tout le champ bébé, petite enfance, etc., qui pose quand même des questions un peu différentes, ou en tout cas, ça rajoute un niveau de complexité. Donc, du coup, là, pour le coup, que j'aborderai pas. Tu peux passer à celle d'après. Donc, il y a plusieurs. Je vous présente rapidement la charte. Certains, enfin, dans l'ordre dans lequel ça apparaît. Donc, il y a une première rubrique qui détaille toutes les autorisations préalables obligatoires. Enfin, voilà, je vous la détaille pas là. Elles sont différentes en fonction du statut du demandeur et aussi en fonction de la nature de la demande. Donc, ça peut peut-être être utile à certains d'entre vous, puisqu'on précise aussi, par exemple, si c'est une recherche qui porte sur des mineurs détenus, ben, il y a une démarche auprès de l'ADAP. Quelles sont les démarches en cas de consultation des dossiers judiciaires ou des dossiers administratifs, s'il y a des demandes de statistiques, etc. Je vois que mon PowerPoint s'affiche très bizarrement sur cet ordre, c'est pas grave. La deuxième section donc, est sur la protection des données personnelles. Alors là, en l'occurrence, sur la protection des données personnelles, il y a un cadre juridique qui est celui du RGPD ou de la loi informatique et liberté qui s'applique de la même manière que ce soit pour des jeunes suivis par la PJJ, des professionnels ou autres. Donc là, enfin, je vous ai mis l'intégralité de ce qui est écrit. C'est très rapide puisqu'on a simplement rappelé les textes de loi qui s'appliquent. Et la seule chose qui nous semblait spécifique, en fait, c'est de rappeler que c'est un public pour lequel la divulgation de données personnelles peut avoir des conséquences réellement dramatiques. Enfin, voilà, c'est vraiment très problématique parce que ce sont des jeunes en situation de délinquance. On veut vraiment surtout pas qu'il y ait une liste, juste un tableau Excel qu'on pourrait juger complètement anodin avec une liste des jeunes, nom, prénom, date de naissance, et voilà, et c'est tout, quoi. On pourrait se dire que c'est la liste des enquêtés. Ben, en fait, si c'est les élèves de la 4e B sur lesquels on travaille, ça n'a pas une énorme incidence que ça soit révélé sur Internet. Dans le cas des mineurs qui sont en situation de délinquance, ça l'est beaucoup plus. Donc c'est la seule chose qui est un peu particulière par rapport à cette section. La section, merci pour l'assistance, sur le consentement, donc là, il y a un peu plus de spécificité. Alors, on n'est pas rentré dans le détail des règles légales, mais pareil, on rappelle les règles applicables. Ça dépend de la base légale du traitement. Généralement, la base légale, c'est justement celle du consentement. En tous les cas, quelles que soient les bases légales, au sens de la CNIL, hein, il y a certains droits, par exemple le droit à l'information, et certains principes éthiques qui, quoi qu'il arrive, s'appliquent. Donc, notamment le droit à l'information. Donc, les enquêtés doivent être informés sur ce qu'est la recherche, quels sont les objectifs, à quoi elle sert.
Et donc là, la spécificité, quand on travaille dans des structures de l'ASE ou de la PJJ, c'est de rendre accessible l'information à des publics qui peuvent être assez éloignés de cet univers-là. Voilà, qui ne savent pas forcément ce qu'est la recherche, etc. Aussi, il y a des jeunes qui ne parlent pas forcément, ou des familles qui ne parlent pas forcément très bien français. Et un point aussi de vigilance à avoir, c'est une confusion qu'il peut y avoir entre la démarche de recherche et la démarche de prise en charge. Et donc, une vigilance à s'assurer en fait que les jeunes particulièrement, mais les familles aussi, fassent bien la différence entre ce qui relève du suivi éducatif et ce qui relève de la recherche, alors même que souvent la recherche est présentée par les professionnels un peu comme étant un des multiples trucs de suivi. Donc c'est quelque chose dont on peut bénéficier en tant que chercheur, le fait d'être un peu amené dans le cadre d'un suivi et que ça... Mais du coup, il y a un enjeu éthique quand même à s'assurer que les personnes qu'on interroge ont bien saisi la différence. Sur le plan du consentement, donc comme pour toute recherche, recueil du consentement libre, éclairé et continu, donc continu, c'est-à-dire tout au long de la recherche et que les enquêtés puissent s'en extraire. Le libre, il est important dans le cas de jeunes particulièrement suivis au pénal, puisqu'ils peuvent se sentir, enfin, moi j'ai fait des entretiens par exemple avec les jeunes incarcérés, enfin, ils peuvent se sentir un peu obligés de participer, y compris parce qu'ils savent que leurs faits et gestes peuvent être retraduits dans des rapports aux magistrats, que font les éducateurs notamment. Et donc, il y a une espèce de forme de... Enfin, certains peuvent être dans des stratégies de bonne volonté institutionnelle. Et du coup, le fait de participer à une enquête peut contribuer de cette... Donc, voilà, c'est vraiment important de leur préciser qu'il n'y aura pas de conséquences ni positives ni négatives s'ils ne participent pas ou de ce qu'ils disent. On demande un consentement spécifique aussi pour l'enregistrement, en précisant que si les jeunes ne souhaitent pas être enregistrés, ça ne doit pas impliquer qu'ils soient exclus de la recherche, du protocole. Et ensuite, ça, là, c'est plutôt un parti pris de la DPJ, pour le coup, le fait que le consentement doit être la conséquence, enfin, le résultat d'une volonté sincère de participer. Et donc, on proscrit a priori toutes les formes de rétribution financière ou matérielle. Alors, bon, je dis a priori parce qu'on peut potentiellement accorder des exceptions à certains protocoles de recherche. On en a une en ce moment de l'EFDT qui rétribue tous les jeunes qui participent à l'enquête. On ne va pas dire non, pour ceux de la PJ, vous n'avez pas le droit de les rétribuer, ça serait un peu bizarre, mais en tous les cas, a priori, on part du principe que c'est plus éthique que les jeunes n'aient pas cette volonté de participer dans l'objectif d'être rétribués. Et enfin, le dernier point qui est peut-être le plus problématique sur cette question du consentement, c'est la question de l'autorisation parentale. Puisque si la base légale du recueil de données est le consentement, et c'est le cas de la majorité des recherches, le recueil de l'autorisation parentale est obligatoire. Donc c'est les parents en règle générale. Pour les mineurs non accompagnés, ça serait soit le référent de l'aide sociale à l'enfance, soit le juge. Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur. Voilà. Et là où je dis que c'est problématique, c'est que pour le coup, il y a une vraie spécificité des mineurs protégés. Alors là, c'est aussi valable pour les mineurs en aide sociale à l'enfance qu'à la PJJ. Le fait que les relations familiales soient souvent mauvaises ou parfois totalement inexistantes même. Enfin, on parlait tout à l'heure des recherches qui peuvent porter sur les relations familiales. En tous les cas, le fait de devoir obtenir cette autorisation parentale constitue un obstacle assez important, voire majeur, au recueil de données et donc aussi à la prise en considération de ce public par la recherche. Donc là, il y a une espèce de confrontation entre l'éthique et le juridique. Bon, là-dessus, nous, on ne peut pas grand-chose, hein, mais ce qu'on a écrit dans la charte éthique, c'est le fait que le CNIL accorde régulièrement à accorder des dérogations. Donc, on a mis les références des recherches pour lesquelles des dérogations avaient été accordées. Souvent, ça prend la forme d'un courrier d'information aux parents qui les informe et où ils peuvent s'opposer. Donc, en fait, on ne va pas leur demander leur consentement, mais on leur donne le droit de s'opposer. Ce qui est quand même déjà beaucoup mieux parce que, voilà, par exemple, dans le cadre des mineurs incarcérés, les parents ne vont clairement pas répondre à une demande de consentement. Par contre, ils ne vont pas forcément s'opposer de manière active à la participation du
Voilà, donc ça c'est pour l'autorisation parentale. On a aussi je ne l'ai pas mis là dans le PowerPoint, mais il y a aussi un petit encadré qui peut intéresser peut-être certains sur la double posture chercheur professionnel et sur le fait que, enfin voilà, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve pas mal à la PJJ, des professionnels qui par ailleurs font une thèse ou des stagiaires aussi dans le cadre de mémoire. Et du coup, sur l'importance de bien dissocier, différencier la double casquette. Et que ce soit, alors, dans la mesure du possible, on demande à ce que le recueil de données n'ait pas lieu dans la même structure, mais notamment pour les psychologues cliniciens, parfois leur matériel de recherche et leur matériel clinique. Donc, c'est pas toujours possible, mais dans ces cas-là, voilà, essayer de bien dissocier les deux casquettes. Pour ne pas être trop longue, je passe à la section sur donc, le respect de l'anonymat, de la confidentialité et de l'intégrité psychique des enquêtés. Donc là, rien de fou non plus. Hein. Donc l'anonymisation voilà, doit être totale pour à la fois des personnes et aussi des structures en général, en faisant attention au risque de réidentification. Surtout pour les jeunes, c'est-à-dire que en gros, pour les professionnels, il y a toujours la possibilité, si c'est une fonction très spécifique, comme par exemple responsable du pôle recherche de la DPJJ, si quelqu'un voulait me citer, le risque de réidentification étant important, ben, là, il peut m'écrire pour me dire est-ce que, enfin, voilà, simplement demander l'autorisation de la publication. Pour les jeunes et pour les familles, on considère que ça, c'est en aucun cas possible. C'est-à-dire qu'il faut que les chercheurs s'assurent qu'il n'y ait aucun risque de réidentification. La confidentialité donc, doit être garantie, y compris auprès de l'entourage, on en parlait ce matin, y compris auprès des professionnels qui pourraient vouloir savoir ce qui s'est dit dans le cadre d'un entretien. Et on en a parlé aussi ce matin, avec une seule exception qui est la révélation d'une situation de danger, je vous dis la citation exacte, de danger potentiel ou immédiat, non pris en charge ou insuffisamment pris en charge, pour eux-mêmes ou pour une autre personne. Donc ça, c'est une situation qui justifierait la rupture de la confidentialité. Et après, normalement, il faudrait informer les enquêtés dès le début de cette exception faite à la confidentialité. Dans les faits, ça peut se faire un peu au fur et à mesure de l'échange ou au moment où la situation de danger est révélée. Enfin, c'est pas toujours évident en réalité de faire une liste longue comme le bras au début de l'échange. Mais en tous les cas, ce qui est vraiment important et ce qu'on indique dans la charte, c'est d'anticiper cette éventualité. Et de se dire si ça arrivait, quel serait l'interlocuteur. Et donc nous, ce qu'on a identifié, c'est que l'interlocuteur serait en premier lieu le responsable de la structure. Et si le responsable de la structure soit est impliqué d'une manière ou d'une autre dans la situation de danger, soit n'apparaît pas comme un interlocuteur adéquat, on a dit de nous contacter nous directement en pôle recherche. Mais ça pourrait être un autre interlocuteur. Voilà. Et il y a aussi en parallèle et ou la question du signalement, mais qui n'est pas forcément suffisante. Enfin, c'est intéressant d'avoir des interlocuteurs intermédiaires, ce qui n'empêche pas par ailleurs de faire une démarche de signalement. Voilà, et sur l'intégrité psychique, donc là, c'est juste rappeler la sensibilité, enfin le fait qu'il y a un risque particulier sur la sensibilité, l'intégrité psychique sur ce type de recherche, en raison à la fois de la sensibilité des sujets, de l'âge des enquêtés, et de leur vulnérabilité multiple. Donc, ce qui rend encore plus important que pour d'autres recherches, le fait d'évaluer au préalable les risques et de la même manière d'anticiper une prise de relais avec un professionnel. Si donc, on va dans une structure de placement, de savoir si on voit que le jeune a été un peu ébranlé par l'entretien, à qui est-ce qu'on peut s'adresser pour qu'il y ait un suivi à l'issue de l'entretien. Et en fait, ça, c'est des questions qui sont à réfléchir avant que les problèmes n'arrivent et pas après. Voilà, et dernier point, je serai hyper rapide pour ne pas prendre trop de temps. Du coup, sur la diffusion des résultats, on demande aux chercheurs de s'engager à rendre publics les résultats d'une manière ou d'une autre. On ne fait pas, pas de la recherche pour soi. L'idée est bien qu'il puisse y avoir des formes de diffusion, donc qui peuvent être scientifiques, institutionnelles, voire médiatiques, pourquoi pas, mais en tous les cas, il faut que les résultats sortent. Il faut nous transmettre les publications qui en sont issues. Et dans la mesure du possible, là, c'est imposé, mais recommande fortement d'organiser des restitutions auprès des enquêteurs. Alors, déjà, encore merci à l'ONPE pour l'organisation et à Alice Simon pour ce document. Moi, personnellement, c'est un document
que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé mon enquête de terrain en 2022. Et comme vous le dites, même si c'est entré sur la PJ, je pense qu'il est utile aussi aux enquêtes au sein de l'ASE. Peut-être juste rapidement, parce qu'on a on a peu de temps, donc je suis Simra Biton, doctorante en sociologie à Paris-Cité, et ma thèse porte sur les relations affectives et sexuelles des jeunes qui sont placés en MEX, donc plus connus sous le nom de foyers pour enfants. Et c'est une recherche que j'ai réalisée à partir d'une enquête de terrain au sein de 2 foyers pour enfants. Et j'ai passé environ 4 mois au sein de 2 structures de terrain où j'ai réalisé notamment des observations et des entretiens avec les jeunes et les professionnels. Donc le cadre éthique de ma recherche, il constituait quand même un enjeu central puisque le sujet que j'étudie, il peut être qualifié de double objet sensible, notamment en raison du sujet, donc les relations affectives et sexuelles qui touchent au domaine de la vie privée, de l'intime, mais aussi du public mineur qui est accueilli en institution, donc caractérisé comme étant en situation de vulnérabilité. Et à ça s'ajoute le fait que l'accès au terrain en institution va exiger des autorisations spécifiques. Ça va aussi exiger de convaincre les structures, les enquêtés, et les enquêtés de la pertinence et de la légitimité du projet. Et donc, pour ces différentes raisons, et même si ce n'était pas spécifiquement requis, en tout cas à l'époque, et même si ça tend à le devenir de plus en plus, j'ai quand même élaboré donc un protocole éthique qui visait notamment à garantir le respect de la vie privée des enquêtés, mais aussi pour légitimer en fait finalement ma recherche et mon engagement vis-à-vis de mes enquêtés et des structures. Donc ce protocole, il consistait en fait à présenter les objectifs de la recherche, donc les moyens pour la réaliser, la manière dont j'allais anonymiser mes enquêtés, recueillir le consentement éclairé des participants, etc. En fait, quand j'ai lu le protocole de la PJI, je me suis rendu compte que le mien suivait un petit peu finalement le vôtre. Donc, ça m'a un peu rassurée. Et il y avait notamment un volet spécifique qui détaillait justement, on en parlait tout à l'heure, la procédure de signalement en cas de révélation de violences faites par un adolescent, même si ça ne m'est pas arrivé. Alors, j'ai eu des révélations, mais qui avaient déjà en fait été signalées, donc moi-même, je n'ai pas eu à le faire. Donc voilà, il faut savoir quand même que c'est un processus qui m'a pris du temps. Parce que voilà, il faut rédiger un dossier qui est long, qui passe ensuite auprès d'un comité qui nous évalue. Et pour ma part, en tout cas, les exigences du comité éthique, donc c'est un comité éthique universitaire, hein, donc de ma fac, Sorbonne Université. Ce comité, en fait, il n'a pas forcément tenu compte des difficultés de terrain, donc notamment en fait la difficulté à obtenir l'accord écrit des parents. En fait, moi dans mon protocole, j'avais proposé un accord tacite, comme vous l'évoquiez donc, et en fait c'était donc pour participer à la recherche, c'est-à-dire que j'envoyais un formulaire aux parents et sans réponse de leur part au bout d'un certain temps, je considérais que leur consentement était acquis. Et cette proposition-là, elle m'a été refusée donc par le comité et j'ai dû proposer un nouveau protocole qui précisait en fait que je demandais donc des accords avec des signatures écrites de la part des parents, puisque ça m'a été demandé vraiment par le comité. Et évidemment, sur le terrain, comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas réussi à obtenir le consentement des parents. Puisqu'ils n'ont pas répondu à ma demande, sachant que ça passait par les professionnels. Donc, en fait, c'est les professionnels qui devaient aller demander aux parents. Enfin, voilà, ça n'a pas marché du tout. Moi, je ne pouvais pas, en fait, être en contact direct avec les parents. Enfin, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Et donc, je n'ai pas pu recueillir le consentement des parents, en tout cas, le consentement écrit. Et pour les jeunes, pareil, on m'avait demandé de le faire à l'écrit, mais moi, j'ai plutôt recueilli des consentements oraux, alors que voilà, c'était spécifiquement demandé, en tout cas par le comité, d'avoir des accords avec une signature. Donc ça peut, je sais pas trop, mais je pense que ça peut s'expliquer déjà par les membres du comité éthique, hein, parce que je pense que en fait les membres peuvent varier d'une année à l'autre, enfin des universités aussi à l'autre, donc c'est-à-dire que c'est pas toujours les mêmes personnes hein, chaque année qui font partie du comité. Moi dans mon comité, je sais qu'il y avait il n'y avait pas de sociologue, il y avait des juristes, il y avait des experts en droit des usagers. Et donc, leurs considérations éthiques, en fait, elles étaient assez éloignées finalement des réalités institutionnelles. Hein, et d'ailleurs, j'étais assez contente de lire que dans la charte, ces signatures, elles pouvaient être évitées. Voilà, et donc pour certains entretiens et pour respecter aussi les normes qui m'avaient été demandées, en fait, j'ai dû renoncer à certains de mes entretiens, certains de mes enregistrements, pardon. Ce qui pose aussi la question en fait de la qualité de la recherche parce qu'il y a forcément une déperdition d'informations hein, dans ce genre de cas.
Et un autre élément aussi que j'ai pu constater, donc, c'est que ce comité éthique, en fait, il s'est montré très strict sur certains points, notamment donc, les signatures. Vous avez les enjeux émotionnels qu'on évoquait tout à l'heure, alors pas forcément du côté du chercheur, mais aussi du côté du jeune, où il peut y avoir en fait un impact sur le jeune, notamment moi quand je suis partie, je sais que certains jeunes étaient assez tristes en fait que je parte de la structure, donc il y a aussi un impact émotionnel de ce côté-là, et ça c'est pas quelque chose qui a été discuté par le comité éthique et qui aurait pu ou dû l'être, je sais pas. Et de mon côté aussi, au-delà du fait qu'ils s'est montré strict sur les signatures des formulaires, ils ont aussi fait l'impasse en fait sur la manière dont j'allais anonymiser les participants entre eux au sein de l'institution, chose à laquelle moi-même j'avais pas pensé au début de mon enquête, mais qui paraît essentielle, puisque si les participants se reconnaissent entre eux dans la structure, il n'y a plus d'anonymat. Donc, je réfléchis en ce moment à différentes approches pour éviter justement que les personnes pour éviter que ces personnes se reconnaissent. Donc déjà, ce que j'ai pensé, c'est qu'en fait, tout au long de mon manuscrit, je vais donner des noms fictifs aux deux structures que j'enquête, mais dans la partie là que je suis en train de rédiger justement, où je décris les structures, je ne vais pas affilier en fait ces institutions à ces noms fictifs. Donc on ne saura pas exactement quelle structure et quelle structure au début quand j'explique leur fonctionnement. Je pense aussi à utiliser des pseudonymes variés. Alors ça, je ne sais pas trop, peut-être que ça peut embrouiller un peu, donc je ne sais pas encore. Je vais aussi en fait mélanger les structures observées et les expériences, c'est-à-dire que je ne vais pas affilier un jeune à une structure, puisque ça n'a pas forcément d'intérêt. Et puis, j'ai aussi pensé à modifier certains éléments qui ne sont pas essentiels. Donc, par exemple, bon, là, c'est fictif ce que je dis, mais en tout cas, ça m'est arrivé de faire des activités en fait, avec des jeunes. Donc, par exemple, si je suis allée au bowling, je vais dire que je suis allée au karting. Comme ça, les jeunes, en tout cas, ne sauront pas avec qui je suis allée faire telle activité. Et puis, pour les professionnels, je me suis dit aussi que j'allais en fait utiliser des termes plus généraux. Notamment, vous avez donc des éducateurs référents, peut-être utiliser plutôt le terme de cadre, par exemple, pour parler du directeur et du chef de service. Voilà, et pour les professionnels et les jeunes aussi, je m'étais dit que j'allais utiliser des tranches d'âge et d'ancienneté plutôt que des chiffres précis. Voilà, bon, c'est un peu des ajustements, en tout cas, qui me permettent là de préserver l'anonymat des participants entre eux et qui, je pense, se font vraiment donc au fil de la recherche parce que, en tout cas, auquel je n'aurais pas pensé au tout départ quand j'ai rédigé ce protocole éthique. Et peut-être juste pour finir, dire que vraiment le respect du cadre éthique, je pense vraiment qu'il dépend en fait de l'éthique du chercheur, de sa déontologie. Et c'est vraiment à nous, en fait, au fur et à mesure, de faire preuve d'éthique, puisque l'enquête, elle peut évoluer. Donc, en fait, moi, ce que j'ai présenté dans mon cadre éthique, ça a évolué. On ne peut pas passer tous les ans auprès d'un protocole pour vérifier si ça fonctionne ou pas. Donc, voilà, c'est vraiment notre responsabilité à nous. Et je pense que cette responsabilité, elle nous engage, nous, mais aussi les chercheurs dans la suite de leur recherche pour légitimer justement les recherches ensuite. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci à l'ONPE pour l'organisation de cette journée et puis nous donner l'opportunité de parler un petit peu de nos recherches. Moi, je vais vous parler des questions éthiques que j'ai rencontrées dans mes travaux de thèse qui portent sur l'accueil des enfants par un proche. Donc, je suis Lucille Basse, je suis doctorante en démographie au CRIDUP à Paris 1. Et plus précisément, je travaille sur l'exploitation des données qui sont issues du recensement de population. Je cherche à identifier dans le recensement les mineurs qui vivent dans des logements sans leurs parents, ni colocataires, ni en couple, ni avec des assistantes familiales. Et donc, mon intervention, elle porte sur des questions qui sont essentiellement liées à l'accès aux données. Et donc, nos retours d'expérience se veulent un peu complémentaires. Pour situer rapidement le recensement de population, c'est une enquête qui est réalisée chaque année par l'INSEE en collaboration avec les communes. Contrairement à d'autres pays, la France ne fait pas de recensement généraux de population, donc c'est une proportion de la population qui est recensée chaque année. Et c'est une collecte de données sociodémographiques vraiment de base, âge, sexe, lieu de résidence, lien entre les personnes qui vivent au sein du même logement. Ce pas des données particulièrement sensibles, par exemple par rapport à des enquêtes qui portent sur des données de santé ou des expériences de violence ou des relations sexuelles et affectives. Et d'ailleurs, une grande partie de ces données, en fait, elles sont en libre accès directement sur le site de l'INSEE. Elles sont évidemment anonymisées, donc on n'a pas accès aux noms et prénoms des personnes recensées.
mais certaines variables sont considérées comme trop identifiantes, donc c'est-à-dire qu'elles permettent de réidentifier les individus. Et donc là, elles sont accessibles uniquement, enfin, ces variables-là et du coup les bases de données qui sont liées sont accessibles qu'après une demande auprès du comité du secret statistique. Et dans le cadre de ma recherche, je voulais justement avoir accès à ces variables un peu particulières. Et c'est là que les choses se compliquent un peu, puisque en fait, en fonction de leur sensibilité et des risques de réidentification, les données, elles peuvent être soit en libre accès, soit accessibles via une demande en ligne avec une démarche qui n'est pas très lourde via le réseau Ketley Progedo, soit soumises à des règles plus strictes et protégées par un boîtier du CASD, le Centre d'accès sécurité aux données, qui est un GIP, un groupement d'intérêt public. Et du coup, c'est une prestation de service en fait qui met en accès des boîtiers qui sont des petits ordinateurs en fait miniatures sur lesquels on doit brancher des écrans, une souris, un clavier, etc. Et du coup, qui nous permet d'avoir un accès en ligne à ces données protégées. Donc, l'enquête annuelle de recensement, et en particulier les données que j'exploite qui sont à la table lien, donc celles qui font apparaître les liens de parenté qui existent entre les personnes qui habitent au sein d'un même logement, elle fait partie de cette dernière catégorie d'enquête. Et donc, concrètement, pour y accéder, il faut remplir un dossier en ligne qui explique la recherche et pourquoi on a accès à ces données-là. Donc, pour le coup, à l'inverse des comités dont Simra parlait, c'est assez rapide. Les dossiers sont assez courts, c'est pas très long à réaliser. Et donc c'est vraiment pas la partie la plus contraignante de l'accès aux données. Ensuite, il faut obtenir l'accord d'exploitation des producteurs des données. Donc, moi, en l'occurrence, le recensement il est géré par l'INSEE, donc obtenir l'accord de l'INSEE. Pareil, pas très long à obtenir, notamment quand vous connaissez les producteurs de données, c'est assez rapide. Par contre, ensuite, il faut attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la décision du comité du secret statistique qui se réunit tous les 3 mois, qui se réunit et qui décide ou non de donner son accord pour que la base de données soit transmise et qui demande à ce qu'elle soit transmise via un boîtier sécurisé. Et donc là, c'est la mauvaise surprise parce que j'ai appris, pour vous donner une idée du calendrier, moi j'ai envoyé mes premières demandes en septembre. L'INSEE m'a donné son accord en octobre. Le comité se réunissait en décembre. Et du coup, en décembre, j'ai appris que j'avais le feu vert pour exploiter ces données. Mais par contre, le boîtier était payant puisque c'est une prestation de service. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est 4 000 € par an sous forme d'un abonnement mensuel. Donc, c'est-à-dire que plus on utilise pendant longtemps les données, plus c'est cher. Et donc, il y a vraiment un espèce de contre-la-montre en fait, qui s'engage. Ça nécessite dans un premier temps d'anticiper le temps nécessaire à l'exploitation, puis éventuellement de revoir son calendrier prévisionnel justement pour passer le moins de temps possible à exploiter en fait. Donc, par exemple, j'avais prévu de faire des terrains à Cali et du coup, ça, j'ai vraiment reporté à l'année d'après pour pouvoir me concentrer sur l'exploitation des données, du boîtier. Et ensuite, il faut trouver les financements nécessaires via son école doctorale, via son laboratoire, via l'ONPE. Quand on a la chance d'être en CIFRE aussi, c'est une structure supplémentaire qu'on peut solliciter. Et donc ça, pareil, du temps supplémentaire pour mettre tout le monde autour d'une table, savoir qui va donner combien, justifier pourquoi on a besoin d'un an et pourquoi peut-être 1 an et demi, ça aurait été mieux. Mais et donc voilà. Et en fait, au-delà du coût du dispositif, l'impact direct, c'est que je vais perdre l'accès à la base de données fin mai. Donc, si je n'avance pas assez vite, concrètement, c'est les résultats de ma thèse qui en pâtissent. Donc, il y a un risque de déperdition. Et au-delà de ça, il y a vraiment, c'est vraiment pas sans conséquence sur le stress ressenti ces dernières semaines. Une autre contrainte, alors pour le coup, qui a été moins difficile, je pense, pour moi, dans le cadre de ma CIFRE, le comité du secret statistique, il a imposé que le boîtier soit installé dans les locaux de l'ONPE. Donc moi, j'ai la chance d'être dans une structure qui respecte mon temps de recherche. Donc ça ne me pose pas de difficultés particulières. Par contre, je pense à des chiffres où on sait que le cloisonnement entre ce qu'on fait pour la structure d'accueil et ce qu'on fait dans le cadre de nos activités de recherche, parfois c'est plus difficile à trouver. Ce qu'on nous impose que le boîtier y soit dans la structure d'accueil, ça peut être un peu particulier, ça peut être compliqué, quoi. Donc j'ai réussi à me prémunir de ces difficultés grâce aux collègues de l'ONPE qui sont au courant de ce que c'est la recherche, etc. Mais je pense que pour d'autres structures, ça peut être plus compliqué. Et donc, au final, je trouve que c'est un exemple qui montre bien la tension entre
la nécessité de protéger les données personnelles des enquêtés, ce qui est totalement légitime, et en même temps les obstacles que ça crée pour la recherche, notamment sous une forme qui est très concrète, qui est une barrière financière, et ce qui laisse présager de grandes difficultés dans le contexte actuel de très fortes restrictions budgétaires dans le champ académique, en particulier en sciences sociales. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point, quand même, je pense qu'il y a un travail de lisibilité dans cette restriction des accès à certaines enquêtes. Moi, dans mon laboratoire en démographie, on est habitué à exploiter une base de données. Je suis la première à être confrontée à cette difficulté. Et j'ai d'autres personnes dans mon labo qui travaillent sur l'enquête Virage, par exemple, qui portent sur les violences sexuelles et sexistes, donc qui sont des données qu'on pourrait juger plus sensibles et qui pour autant ne font pas l'objet des mêmes restrictions puisqu'elles sont accessibles via Ketley. J'ai rencontré aussi une doctorante qui réalise sa thèse à partir des données du recensement réalisées en Polynésie française et qui n'a pas du tout été confrontée à cette nécessité de protéger les données via un boîtier. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais creuser pour mieux comprendre pourquoi certaines bases de données font l'objet de restrictions, pourquoi d'autres moins. Et aussi, je pense que ça participera, pour pas que je me laisse taper par la frustration que ça a représenté de devoir gérer ce truc-là, que je n'avais pas du tout anticipé dans le cadre de mes travaux. Mais pour finir sur une note un peu plus positive, j'ai rencontré, je voulais vous parler du réseau Projet d'eau. J'ai rencontré plusieurs membres hier à une conférence. Et en fait, il se trouve que ça fait vraiment partie des missions du réseau Projet d'eau d'accompagner les étudiants et les étudiantes en master, en doctorat et ensuite les chercheurs sur l'accès aux bases de données en sciences humaines et sociales. Et en fait, il se trouve qu'ils ont des réseaux dans les universités. Moi, j'ai rencontré des personnes qui travaillaient dans les universités à Lille, Rennes, Bordeaux, Aix. J'imagine qu'il y en a à Paris et j'imagine qu'il y en a dans la plupart des universités des grandes métropoles. Et du coup, c'est des ressources, si vous avez des questions sur ces démarches-là liées à l'accès aux données, et y compris via les boîtiers du CSD, puisqu'en fait, ils ont visiblement des boîtiers à disposition qui peuvent couvrir, alors pas tous les frais, mais du coup, ça peut couvrir une partie des frais d'utiliser leur boîtier à eux, par exemple. Voilà, quelque chose que... donc, c'est des relais et des ressources si vous rencontrez des difficultés sur le sujet. Merci.